Eh bien oui, c'est bien des moutons qu'on va parler aujourd'hui, des moutons et des chèvres. Bonjour à tous, un tout grand merci de encore nous suivre dans cette semaine du monde rural. On espère que les premiers épisodes vous ont plu. On est aujourd'hui jeudi, quatrième épisode et avant-dernier. Je sais, c'est bien dommage. Il y aura encore un épisode demain et vous pouvez visionner et revisionner tous les autres épisodes, hein. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler des ovins et des caprins, donc des moutons et des chèvres. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et chef, t'en vas pas, hein? Pour commencer cette petite vidéo, voici deux belles bêtes. L'une est un mouton, l'autre est une chèvre. Je vous laisse quelques secondes pour deviner qui est qui. Très bien. En réalité, les plus aguerris d'entre vous auront remarqué qu'il s'agissait en fait de deux moutons. Celui de gauche est un mouton d'Ouessant et celui de droite un mouton de Sohé. Je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller voir la page Wikipédia de ce mouton qui a une sacrée histoire. Mais alors comment différencie-t-on un mouton d'une chèvre à coup sûr? Bien que la couleur du pelage, la présence de cornes ou encore de barbichettes peuvent être des indices, ils ne sont pas sûrs à 100%. Voilà maintenant une photo de chèvre. Cette fois-ci, c'en est bien une. C'est une chèvre blanche russe. Voyez-vous une différence avec les deux moutons? Il s'agit de la queue. En effet, un mouton aura toujours une queue dite tombante, tandis qu'une chèvre aura toujours une queue relevée. Très bien. Maintenant que vous êtes des experts en identification des moutons et des chèvres, commençons cette vidéo. Parlons peu, parlons chiffres. Force est de constater que la production d'ovins en Belgique a connu une forte baisse ces dernières années, passant de 125 000 têtes en 2000 à 86 000 têtes en 2018, soit une diminution de 30%. Pour nos amis les chèvres, le constat est beaucoup plus réjouissant. De 16 000 têtes en 2000, le secteur caprin a connu un bel essor ces dernières années, pour compter actuellement un cheptel de 90 000 têtes en 2018, soit une augmentation de 460%. La présentation se fera sur les petites boules de poils en premier, puis sur les animaux à ressort en second, le tout porté sur l'état de la filière en région Wallonne. Allez-y, c'est parti! Le mouton et la chèvre font partie des premiers animaux domestiqués par l'homme juste après le chien il y a environ 11 000 ans. Cette domestication s'est accompagnée d'une sélection des moutons à laine blanche, tandis que la plupart des moutons à laine brune sont restés sauvages. Cette sélection est toujours d'actualité pour améliorer toujours plus la rentabilité, mais celle-ci menace grandement le patrimoine génétique des races. Il est légitime de se demander pourquoi il faudrait garder des races locales, alors que d'autres races hyper spécialisées sont plus performantes. La réponse à cette question se fait sur base de plusieurs points. Tout d'abord, elle permet d'assurer une meilleure résistance aux maladies, de la rusticité et de la fertilité. Un autre point à souligner est la préservation de la diversité génétique, qui est la source d'un intérêt scientifique crucial. Mais garder des races locales offre aussi un potentiel économique, permettant d'avoir des produits locaux à forte valeur ajoutée et de préserver le patrimoine culturel d'une région. La conservation de certaines races locales peut se faire de manière in situ ou ex situ. La conservation in situ consiste à préserver des populations d'animaux vivants en production, tandis que la conservation ex situ préserve des populations d'animaux vivants dans des réserves ou via la constitution de cryobanques, ces dernières permettant de garder des collections de gamètes et d'embryons différents par leur caractère génétique. Pour l'anecdote, c'est au sein de l'UC Louvain qu'on garde ce potentiel génétique en cryobanque pour les trois races de moutons que je vais à présent décrire. L'antre sambre et meuse est reconnaissable à sa robe blanche et à sa tête tachetée de noir ou de gris. Il fait partie des 4 plus anciennes races ovines belges, issues du croisement entre les races indigènes belges et la race Mérinos, introduite par Napoléon Bonaparte en Belgique. Il s'agit d'un mouton rustique, en raison de ses capacités de valorisation d'une alimentation pauvre, de vivre dehors durant l'hiver, ou encore de la facilité de l'agnelage. L'Entre-Sambre et Meuse est un mouton de grande taille et de poids élevé, ce qui fait de lui une race élevée pour la production bouchère. À l'heure actuelle, il est principalement détenu dans de petits troupeaux par des personnes sensibles à la rareté de la race. Le laitier belge est un mouton haut sur pattes ayant une toison de couleur crème. Sa tête et sa poitrine et sa queue sont dépourvues de laine. Ce mouton est originaire du nord de la Belgique et apparenté au mouton des polders, présent le long des côtes de la mer du Nord. Comme son nom le laisse à penser, ce mouton est de type laitier, produisant du lait et ou du fromage. Les agneaux sont donc destinés à la filière boucherie. Cette race a subi une forte influence des races frisonnes et zélandaises, si bien que dans les années 70, la race s'est presque éteinte. Aujourd'hui, on la retrouve dans les mains d'éleveurs passionnés et dans quelques élevages professionnels.
L'Ardennais roux est un mouton de taille moyenne, couvert d'une laine légèrement roussâtre. Sa tête est d'un roux uniforme, à la différence de son parent proche, l'Ardennais tacheté. En raison de ses faibles potentiels de productivité, l'Ardennais roux est principalement détenu par ceux qui aiment son esthétique et son appellation locale. De par sa rusticité, il est aussi valorisé dans l'entretien de milieux difficiles et pauvres, tels que les réserves naturelles, les carrières et les sous-bois. L'Ardennais roux était une race menacée de disparition il y a une vingtaine d'années, mais a récemment vu ses effectifs augmenter, ce qui permet de la considérer comme une espèce sauvée. De la filière ovine, 3 produits majoritaires en sortent: de la viande, du lait et du fromage, et de la laine. En ce qui concerne la production bouchère, la production indigène wallonne n'assure que de l'ordre de 13% de la consommation de viande ovine de la région. Avec une consommation moyenne par habitant de 1,2 kg, celle-ci doit importer annuellement environ 23 000 tonnes en équivalent carcasse pour satisfaire sa consommation. À noter que seuls les agneaux sont consommés. Une brebis a en moyenne un agnelage par an, donnant naissance à 2 agneaux, ce qui représente 25 kg de carcasse produits par mère et par an. Saviez-vous que la production locale de viande d'agneau était saisonnière dans sa grosse majorité? Sans trop rentrer dans les détails, l'élevage ovin est conditionné par l'activité sexuelle des animaux, ce qui fait qu'on a un premier creux de l'approvisionnement en juin et juillet, lors de la transition entre les derniers agneaux de bergerie et les premiers agneaux d'herbage, et un second creux, nettement plus critique, apparaît entre décembre et février, période où seuls les quelques élevages travaillant avec des races qui désaisonnent sont capables d'approvisionner le marché, alors là même que le consommateur augmente sa consommation de viande d'agneau à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pour ce qui est de la production laitière, le taux d'auto-approvisionnement wallon n'est que de 10%. Sur sa période de lactation de 6 mois, une brebis produit environ 250 litres de lait. Bien souvent, ce dernier est transformé en fromage par les éleveurs, ce qui permet d'avoir de bons produits du terroir. Pour devenir rentable, le cheptel doit compter minimum 80 brebis par unité de main-d'œuvre si le lait est transformé en fromage, et minimum 200 brebis par unité de main-d'œuvre si le lait est vendu tel quel. Pour ce qui est de la filière laine, le secteur est très peu développé en Wallonie, mais pour avoir un ordre d'idée, un adulte produit en moyenne 2,2 kg de laine par an, et cette dernière est vendue environ 1 euro le kilo. Je vais donc vous expliquer rapidement en quoi consiste l'élevage caprin dans le monde et plus particulièrement en Belgique. Donc, tout d'abord, une chèvre, c'est entre 50 et 90 kg. Une chèvre a deux trayons par lesquels sortent le lait. Elle produit en moyenne 2 litres de lait par jour. Et comme on peut le voir sur cette photo, une chèvre, c'est surtout et avant tout un charisme incroyable. Donc, la chèvre est un animal qu'on élève énormément à travers le monde. En effet, c'est un animal très débrouillard, de taille moyenne, qui s'adapte très bien au milieu aride, donc assez intéressant pour tout ce qui est pays d'Afrique ou d'Asie, et qui trouve sa nourriture facilement, même dans des milieux où la fertilité des sols est plus compliquée, où le climat est plus rude. Ce qui en fait la viande la plus consommée à travers le monde, pas en termes de kilos, car en termes de poids, c'est le porc qui détient la médaille de la plus grande consommation, mais bien en termes de nombre d'animaux tués. En effet, une chèvre, ça représente 20 kilos de viande, alors qu'un porc représente une 90aine de kilos de viande. On sait qu'en Wallonie et en Belgique, la consommation de viande caprine n'est pas chose très courante. Par contre, la consommation de lait de chèvre ou encore de produits fromagers issus du lait de chèvre est quelque chose de beaucoup plus courant. En Wallonie, on retrouve une 60aine d'éleveurs passionnés de caprins. 80% de ces éleveurs, donc des éleveurs laitiers, sont des éleveurs transformateurs, donc ils transforment le produit primaire qui est le lait de la chèvre en produit fromager, mais ça ne représente que 20% du total du volume laitier de la Wallonie. En effet, la charge de travail est plus importante pour un éleveur transformateur.
On considère donc qu'un éleveur transformateur, pour un équivalent temps plein, ça représente une cinquantaine de chèvres, alors qu'un éleveur non transformateur qui livre directement son lait, qui vend son lait à une laiterie, ça représente 400 chèvres par équivalent temps plein. En Wallonie, on a un taux d'auto-approvisionnement de 15%, ce qui est très loin de l'autonomie de production. À l'échelle de la Belgique, cela représente 58%. On remarque une augmentation de la consommation de lait de chèvre à travers toute l'Europe. Et si on compare justement avec nos voisins européens tels que la France ou les Pays-Bas, notre production de lait de chèvre ramené à l'habitant, on est bien en dessous, on est à plus ou moins 2 litres, alors qu'en France et aux Pays-Bas, on est à 10 litres, voire on dépasse les 15 litres de production par habitant. Les deux races que l'on retrouve le plus sur notre territoire sont la race Saanen et la race alpine. La race Saanen a une production de lait très intéressante au cours de l'année, ce qui en fait logiquement la race la plus élevée à travers notre région. La deuxième race la plus élevée à travers notre région est la race alpine, qui se retrouve quant à elle plus dans des fermes transformatrices. Voici ici un petit graphe de la production journalière d'une chèvre à travers l'année. On peut voir que la chèvre met bas en février-mars, s'ensuit après une lactation d'une dizaine de mois jusqu'en novembre. On remarque ici un pic de production de lait 1 ou 2 mois après la mise bas. C'est assez important de se rendre compte que la production de lait de chèvre n'est pas constante sur toute l'année, c'est quelque chose de saisonnier, car pour les producteurs, surtout pour les producteurs transformateurs, ça amène un souci de logistique en plus, vu que l'approvisionnement en matières premières n'est pas constante sur toute l'année, leur production de fromage n'est pas constante sur toute l'année, et ils doivent donc jouer avec ça pour pouvoir écouler leurs marchandises. Notre présentation sur les élevages ovins et caprins touche à sa fin. Un tout grand merci pour votre attention. Je vous invite à aller faire un tour sur le site du Collège des producteurs, qui est un site qui reprend une description des différentes filières agricoles en Wallonie, et donc aussi des filières ovines et caprines, desquelles on a repris une grande partie de nos informations. Donc le site est très bien fait et décrit très bien l'agriculture en Wallonie. On s'est aussi inspiré d'une série de vidéos de la FUGEA, qui est un syndicat agricole. Cette série de vidéos, c'est vers une agriculture durable. Donc la FUGEA va à la rencontre d'agriculteurs qui nous expliquent leur façon d'élever, de pratiquer l'agriculture à travers la Wallonie. Et donc on a dans cette série de vidéos le témoignage d'un éleveur caprin, Vincent Delobel, dans le Tournaisien, très intéressant, que je vous invite à regarder, et aussi le témoignage de Pierre Hannet, un éleveur bovin qui a une partie ovine à La Roche-en-Ardenne, aussi très intéressant, qu'on vous invite à regarder, qui sont deux exemples très concrets d'élevage caprin et ovin en Wallonie. Tout grand merci pour votre attention, et à demain.